Alors, on va continuer sur les tables rondes. La table ronde qui arrive là, c'est sur... son titre, c'est les ambitions environnementales, un levier de financement. Donc, on va parler un peu finance avec des gens de la finance, des spécialistes de la finance. J'appelle donc à venir me rejoindre dès maintenant Jean-Luc Barthé, président de Midi 2I, Fabien Bourgeois, responsable du pôle partenariats régionaux à la Banque des Territoires Occitanie, et François Cuyaubert, responsable programme transition énergétique au Crédit Agricole 31. Voilà, merci en tout cas de participer à cette table ronde, messieurs. Alors, on est très masculin. Heureusement, tout à l'heure, on a une présence féminine, ça rassure un peu, mais je trouve qu'on est un peu masculin. Un peu trop. Alors, on n'y peut rien, nous, on n'y peut rien. Voilà. Alors, la finance, l'environnement, est-ce que ça fait bon ménage ? En tout cas, les critères environnementaux s'imposent de plus en plus dans les projets. Est-ce qu'on peut considérer qu'on drive les projets, l'investissement par ces critères maintenant ? C'est des questions auxquelles on va essayer de répondre. J'avoue aussi que pour discuter avec des acteurs bancaires, moi j'ai un profil technique, je suis ingénieur, donc profil technique bâtiment, et quelquefois avec les gens de la finance, on a du mal à se comprendre. C'est-à-dire que nous on parle technique, eux ils nous répondent finance, et c'est pas les mêmes termes, c'est pas les mêmes acronymes. Souvent eu beaucoup de mal à se comprendre. Donc on va essayer de se comprendre ce matin. Et en tout cas, si on dérive trop sur la compréhension, n'hésitez pas à réagir. Donc on aura un temps d'échange tous les 4, là, et puis après, un temps d'échange avec vous. Donc n'hésitez pas à noter des questions pour tout à l'heure. Allez, on commence. Vous allez pouvoir vous présenter au fur et à mesure. On va commencer par le Crédit Agricole donc de Haute-Garonne avec François Cuyaubert. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter... Alors, oui, le micro est là. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce que fait le Crédit Agricole en général, et puis après on fera un focus sur votre activité. Bonjour à tous, donc Francis Cuyaubert, responsable du programme transition énergétique au Crédit Agricole Toulouse 31. Alors pourquoi un programme transition énergétique ? C'est qu'il y a 2 ans, quand on a construit notre projet d'entreprise, on a interpellé nos clients, nos salariés, nos parties prenantes externes pour savoir finalement à l'horizon 5-10 ans sur quoi doit agir le Crédit Agricole Toulouse 31. Et le thème qui est revenu largement devant tous les autres thèmes traditionnels, je dirais, qu'on a attendus de banque, ça a été la transition énergétique. D'où le fait qu'on se soit inscrit dans une démarche de véritablement l'intégrer dans nos activités aujourd'hui et demain. Le Crédit Agricole Toulouse 31, notre territoire, c'est la Haute-Garonne. On a un peu plus de 100 agents sur le territoire, un peu plus de 1300 collaborateurs, plus de 500 administrateurs, parce que nous sommes une banque mutualiste et avec plus de 40 caisses locales sur le territoire. On a à peu près 460 000 clients particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, et finalement un Garonnais sur 3 est client du Crédit Agricole Toulouse 31. Voilà pour vous présenter rapidement le Crédit Agricole Toulouse 31. J'espère que je ne fais pas de bêtises en jouant avec le micro, mais je vais être plus à l'aise. Qu'est-ce que ça donne au niveau du groupe Crédit Agricole ? Quelles sont les orientations du groupe Crédit Agricole en termes de transition énergétique et environnementale éventuellement ? Alors le groupe Crédit Agricole s'est mis en marche concernant les sujets de transition plus généralement au travers de son projet sociétal. On a 3 marqueurs importants. Le premier, on veut agir pour le climat vers une transition vers une économie bas carbone. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est convaincu que la transition énergétique nous engage vers une véritable révolution industrielle. Et cette révolution, il va falloir qu'on la fasse à marche forcée. Et puis finalement, atteindre la neutralité carbone en 2050, comme on en parlait tout à l'heure, va impliquer une transformation radicale de l'économie, et y compris de nos modes de vie. Ce qu'on a vu tout à l'heure nous y embarque évidemment. Au-delà d'agir pour le climat, le deuxième pilier pour nous qui est important, c'est renforcer la cohésion et l'inclusion sociale. Pourquoi ? Parce que finalement, on est convaincu que la cohésion sociale, elle est obligatoire pour que nous réussissions
nos transitions énergétiques et environnementales, ça n'a pas lieu d'être sans cohésion sociale, et que si elle n'est pas juste, finalement, cette transition se heurtera nécessairement à des oppositions qui seront légitimes. Et puis, lié à notre cœur de métier, lié à notre création, notre objectif, notre troisième pilier, c'est réussir les transitions agricoles et agroalimentaires. Pourquoi ? Parce qu'on a un vrai enjeu tout aussi considérable en matière de production, de commercialisation, de circuits tout court et de pratiques dans le domaine agricole et agroalimentaire. Merci. Et du coup, par rapport à vos clients professionnels particuliers sur la Haute-Garonne, comment vous vous placez au niveau de votre au niveau départemental, du coup ? Alors, comment on veut agir finalement en matière de transition ? Pour nous, il y a trois axes qui sont importants pour notre caisse régionale. Le premier, on se veut être un acteur reconnu comme exemplaire dans nos propres pratiques environnementales. Alors, c'est un objectif ambitieux, mais il est important parce qu'on se dit on ne peut pas être légitime à aller vers nos clients et nos parties prenantes externes si nous-mêmes, nous ne nous inscrivons pas dans cette démarche-là. Alors, il faut être humble, on y va fermement, avec pas mal d'initiatives en interne. Hein. On a rénové complètement notre parc d'agences et notre nouveau siège social a été réalisé avec un niveau HQE, niveau exceptionnel, et avec 90% d'artisans locaux pour sa réalisation. On vient de faire notre bilan carbone qui, derrière, va nous permettre de construire un vrai plan d'action moyen-long terme avec des trajectoires de réduction de nos émissions de CO2. Donc ça, c'est sur la partie être exemplaire. Le deuxième sujet sur la manière dont on veut agir, on dit qu'on veut être aussi un acteur reconnu comme influenceur sur le territoire. Alors ça se traduit comment ? C'est plusieurs éléments. Depuis un peu plus de 18 mois, nous allons à la rencontre des dirigeants d'entreprises, clientes chez nous, pour échanger avec eux sur finalement comment ils appréhendent ces sujets de transition, comment ils appréhendent la RSE. Pour nous, c'est important de voir à quel niveau de maturité sont nos clients sur le sujet, de les influencer en la matière, de les inciter à apprendre et à s'embarquer dans ces sujets-là. Être influenceur, c'est aussi contribuer aux initiatives locales. À titre personnel, je suis membre de la commission transition énergétique de Toulouse Métropole au travers du catalyseur écologique porté par Ambition Toulouse Métropole. J'ai la chance de la co-animer avec mon homologue d'Enedis. Et là, notre ambition, c'est vraiment de mettre en exergue les initiatives locales. Ça peut être des startups, ça peut être des associations. Et dans les membres de la commission, c'est des entreprises de toute taille sur notre territoire de la Haute-Garonne. Et là, l'idée, c'est de se dire, ces initiatives-là, est-ce qu'on peut les porter en interne ? On veut être vraiment dans une logique très pratique, très pragmatique, pour valoriser les initiatives locales. Et au-delà d'être exemplaire et d'être influenceur, on a un troisième sujet pour nous qui est important, c'est d'être facilitateur des projets de transition de nos clients. On est banquier. On ne sera jamais des énergéticiens, c'est certain. Pour le coup, notre ambition, c'est vraiment de sceller des partenariats avec des acteurs locaux qui savent faire. Alors, à titre d'exemple, on a été l'une des premières caisses régionales à s'inscrire dans un partenariat avec France Rénov et Rénov Occitanie plus particulièrement sur notre territoire. Ça, pour l'accompagnement des citoyens, c'est hyper important dans notre dispositif. Et puis aussi sur les entreprises, on a commencé à sceller un certain nombre de partenariats. Je citerai à ce stade Greenflex, qui accompagne nos clients entreprises. Dès qu'on détecte chez eux un besoin d'accompagnement, c'est sur ces sujets de transition, mais ils sont là pour aider nos entreprises à s'inscrire positivement dans ces transitions, qu'elles soient environnementales et plus généralement sociétales. Merci. Alors, on va garder la question du pourquoi pour un peu plus tard, parce que ça s'adresse finalement à tout le monde. Donc, je passe la parole à Monsieur Bourgeois, Fabien Bourgeois, pour la Banque des Territoires. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, sur notre focus évidemment, parce que la Banque des Territoires a des actions très vastes. Quels sont les axes de la Banque des Territoires pour aider du coup à l'amélioration du parc, la transition énergétique et environnementale ? Bien, bonjour à tous, merci pour l'invitation, parce que tout ce que j'ai entendu jusque-là fait tout à fait écho effectivement à ce qu'est la Banque des Territoires et à l'ambition qu'elle veut donner à l'ensemble des territoires. Alors un mot d'abord sur la Banque des Territoires. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette entité, mais qui en fait est une marque qui regroupe les activités dites d'intérêt général du groupe Caisse des Dépôts. Donc là, vous connaissez certainement mieux le groupe Caisse des Dépôts. Et donc dans la Banque des Territoires, parmi ses missions d'intérêt général,
Je vais en citer 3, qui sont les 3 principales. C'est que nous sommes banquiers du service public de la justice. Si vous avez affaire à un notaire, il doit, les fonds que vous lui confiez doivent transiter chez nous, sinon changez vite de notaire. Nous sommes également financeurs du logement social et de la politique de la ville. Pour vous donner un ordre d'idée, un chiffre, c'est environ 1 milliard d'euros de prêts nouveaux consentis aux acteurs du logement social et aux collectivités locales par an en Occitanie. Donc on reviendra effectivement sur les ambitions énergétiques au profit de ces acteurs. Et un 3e métier qui est un métier peut-être un peu moins connu, mais néanmoins important, c'est celui d'investisseur. Nous sommes, nous, investisseurs avec des fonds propres qu'on va mettre dans des sociétés qui vont porter des actifs immobiliers pour lesquels on va aussi avoir un niveau d'exigence de plus en plus fort s'agissant de leur efficacité énergétique. On a aujourd'hui un peu plus de 30 actifs dans la région dans lesquels nous avons investi, ce qui représente à peu près un volume d'investissement pour la Banque des Territoires dans la région d'un peu plus de que je vous dise pas de bêtises, le chiffre m'a échappé. Je l'ai pas noté, je vous avoue, donc je ne peux pas vous aider sur ce coup-là. C'est ça, 47 millions d'euros. Voilà, 47 millions d'euros. À l'échelle nationale, c'est plus de 2 milliards d'euros d'actifs gérés par la Caisse des dépôts. Quelques exemples de ce dans quoi on a investi, ça peut couvrir le champ du tourisme. Le nouveau Bellambra de Port-Camargue qui a été récemment inauguré, c'est un investissement de la Banque des Territoires. Le château Capitoul à Narbonne, un autre exemple. Dans le champ du vieillissement et de la santé, on investit dans des résidences-services seniors, par exemple à Béziers, à Nîmes, avec Domitis. Encore sur le champ du développement économique, l'entreprise Éthicable qui est basée dans le Gers, à Fleurance, est un investissement de la Banque des Territoires. Bref, vous voyez un champ d'intervention assez large, avec, pour ce qui nous concerne, l'exigence, en effet, sur ces investissements, d'être évidemment au moins à ce que la réglementation impose, mais toujours de faire plus que ce que la réglementation impose. C'est effectivement la question que j'allais vous poser, les critères environnementaux que vous pouvez que vous exigez sur ces investissements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors oui, en fait, on va forcément aller chercher une certification et un label. Alors Effinergie, vous connaissez bien. Un peu, oui. Voilà, vous en avez parlé. C'est un des labels qu'on peut aller chercher. Donc c'est du E+C-, du BBC Effinergie et une certification HQE niveau excellent au moins, du BREEAM Very Good, du LEED Silver. Bref, on va être, nous, parce qu'on est investisseur de long terme, ce qui veut dire qu'on va être plus patient que d'autres fonds d'investissement de place qui vont avoir une exigence de retour plus rapide que nous. Nous, on peut se permettre de maintenir nos fonds plus longtemps dans des structures de portage, justement, pour mieux équilibrer les modèles et permettre d'aller chercher cette ambition plus forte sans finalement remettre en cause l'équilibre d'une opération. Et j'ajoute que parce que nous sommes établissement public, quand la Banque des Territoires vient autour de table d'un projet, elle vient pour faire effet levier, aller chercher d'autres financements, et notamment de la dette auprès de nos amis banquiers, parce que nous avons cette qualité de tiers de confiance qui fait que quand la Banque des Territoires est autour de table, et c'est bien heureux, on arrive à faire émerger des projets qui parfois ne trouvent pas à se financer. Donc vous arrivez à faire émerger des projets tout en y mettant des critères environnementaux éventuellement assez exigeants. On pourra se poser la question aussi parce qu'ici on est sur le bâtiment durable Occitanie avec le référentiel bâtiment durable. Peut-être qu'on pourra en discuter en aparté, au-delà des BREEAM, etc., qui sont très internationaux mais beaucoup moins territoriaux. Sur les outils que vous proposez, notamment aux collectivités, je sais qu'il y a un outil qui s'appelle Intracting, qui fait un peu barbare comme ça, mais qui est en fait assez simple à comprendre. Oui. Alors sur les outils, nous on finance, je le disais, le secteur public local. C'est environ entre 100 et 200 millions d'euros par an en Occitanie qu'on consent aux collectivités locales.
Il y a un vrai enjeu aujourd'hui dans le contexte inflationniste, effectivement, de maintenir un niveau d'engagement de la puissance publique et des collectivités locales fort. C'est 60 à 70 milliards d'euros d'investissement par an que les collectivités locales que les collectivités locales portent. Et nous, on considère que finalement, la gestion de la dette écologique, elle passe par le financement long terme de ces opérations, voire par l'allongement de la dette des collectivités locales pour leur permettre de dégager de nouvelles marges d'endettement. C'est un peu... souvent, les collectivités ont une vision assez malthusienne, finalement, de l'endettement. Et nous, on considère qu'il faut aller sur une vision plus longue, parce que quand on investit dans un bâtiment qui est bien construit, par exemple, qui a une durabilité longue, c'est dommage de le faire supporter sur une génération quand on peut le faire supporter sur au moins 2 générations. Donc première information, c'est que nos financements sont des financements de très long terme. Nous, on vient financer des opérations que les banquiers de place, sur des durées sur lesquelles les banquiers de place ne vont pas ou vont beaucoup moins. Sur de la construction neuve, on fait très facilement du 40 ans. Sur du foncier, on peut faire des financements à 60 vers au-delà. Voilà, c'est la première chose. Deuxième élément, sur la rénovation du parc public, on a mis en place un dispositif qui s'appelle l'Intracting. Alors, c'est un vilain mot, mais en fait, le modèle, il est assez simple. C'est qu'on accompagne la collectivité d'abord dans le diagnostic de son parc de bâtiments, en cofinançant en subvention, finalement, l'audit de ces bâtiments, en l'aidant à identifier la nature des travaux qu'elle doit réaliser, avec quelle durée de retour sur investissement, et on calibre avec elle les travaux donc qu'elle va réaliser, et on va lui financer les travaux au travers d'avances qui sont des avances remboursables. En fait, c'est un mécanisme de prêt, mais dont l'échéance sera égale au gain de charges de fonctionnement que les travaux vont immédiatement générer. C'est-à-dire, je fais les travaux, j'ai moins de charges de fonctionnement, ce gain-là, je viens le mettre pour rembourser la charge d'investissement que la Banque des Territoires a consentie. Donc l'idée, c'est la neutralité budgétaire pour la collectivité. Et en plus, on lui met en place, ça a été évoqué tout à l'heure, un outil qui va permettre de mieux gérer les usages techniques du bâtiment. Typiquement, je sais pas, les lumières qui vont s'éteindre automatiquement quand la salle se vide, une régulation de chauffage plus automatisée. Donc, des outils de suivi qui vont permettre, si les gains de charge de fonctionnement n'étaient pas complètement au rendez-vous, de rectifier le tir et d'ajuster le remboursement de l'avance remboursable pour toujours que ce soit calé finalement au gain effectif de charge de fonctionnement. Et en plus, ça coûte quasiment rien. Aujourd'hui, on est à 0,75%. C'est vous dire comment on se veut très incitatif là-dessus. Et on plaide beaucoup pour ces dispositifs qui ont vraiment un retour immédiat. Ok, donc c'est précieux pour les collectivités qui bénéficient comme ça d'une ingénierie, qui doivent les aider dans leur gestion au quotidien pour tous les types de tailles, j'imagine, de collectivités. Exactement. Merci. Jean-Luc Barthé, vous êtes président de Midi 2i. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous présenter Midi 2i ? Alors tout d'abord, j'ai écouté ce que vous disiez tout à l'heure en introduction. Vous étiez ingénieur, vous aviez du mal à discuter avec le monde de la finance. Je suis ingénieur et je suis tombé pourtant dans le chaudron de la finance il y a maintenant 12 ans. Donc on va peut-être arriver à se parler. Okay. Voilà. Donc Midi 2i, on est une société de gestion. On est filiale de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Adossé au groupe BPCE, je dis bien adossé au groupe BPCE parce qu'en fait, notre champ d'action, il se situe sur le territoire national. On a vocation à investir en immobilier d'entreprise et en commerce sur l'ensemble des régions. Nous avons démarré notre activité il y a 17 ans de ça, évidemment, sur Midi-Pyrénées, et puis progressivement, nous sommes étalés sur l'ensemble du territoire. On gère aujourd'hui 1,5 milliard d'encours qui représente environ 150 immeubles et un peu plus de 500 locataires. Et comment vous arrivez à mettre de la performance environnementale dans les projets que vous gérez ?
Alors d'abord, je vais faire ce qui est intéressant dans notre activité, c'est qu'on se retrouve finalement à la croisée de deux chemins, qui est le secteur de la finance et le secteur de l'immobilier à travers notre activité. Or, le secteur de l'immobilier, j'écoutais tout à l'heure en arrivant, si on regarde bien, on a des exigences réglementaires qui sont très fortes, qui continueront à se renforcer dans les années à venir. Sur l'immobilier, il y a pour moi, en tous les cas, deux marqueurs qui me guident dans le développement de notre entreprise. Le premier, vous l'avez évoqué, et c'est vrai que c'est un véritable enjeu, c'est la rénovation du bâti existant. Quand on possède un peu plus de 400 000 m² d'immeubles à gérer, on se pose fatalement la question de cette rénovation. Et ça a des conséquences également sur notre politique de gestion. Vous parliez de la gestion tout à l'heure des immeubles. Ça a forcément une incidence. Il y a un autre marqueur pour moi qui est important, c'est la zéro artificialisation nette, pour notamment préserver la biodiversité. Ça, c'est un vrai sujet également, c'est un vrai défi auquel nous sommes tous collectivement confrontés, y compris et tout particulièrement les collectivités locales, puisqu'il faut qu'elles arrivent à faire admettre quelque part à leurs administrés le fait de continuer à densifier et de densifier les villes. Alors collectivement, je pense qu'on est tous d'accord sur le principe. Individuellement, voir un immeuble se construire à côté de chez soi, c'est un peu plus compliqué à admettre. D'où le vrai défi. Sur la partie tertiaire, vous avez dû probablement l'évoquer déjà depuis ce matin, sur la partie de notre activité, il y a le décret tertiaire, et dans le décret tertiaire, il y a ce qu'on appelle la base opéra, dans lequel on doit répertorier l'ensemble de notre patrimoine. Alors c'est valable pour les bailleurs privés, mais tout autant que les bailleurs publics. Donc d'inscrire l'ensemble, de référencer l'ensemble de des bâtiments et notamment des consommations énergétiques. Donc ça, c'est quelque chose que chez Midi 2i, nous avons entamé il y a environ 18 mois de ça, et l'ensemble de notre parc est référencé dans la base opéra depuis un peu plus de 6 mois. Et nous réfléchissons d'ores et déjà à l'étage 2 de la fusée, parce que celui-là, il n'a pas encore été dit, mais ça va être la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, ça va être une fois que les bâtiments seront référencés, mais il va falloir améliorer forcément leur performance énergétique. Donc ça, on est en train, nous, d'y réfléchir, de notre côté, à commencer à réfléchir, à entrevoir soit des plans de rénovation pour certains de nos bâtis, soit des arbitrages purs et simples, c'est-à-dire que des actifs qui ne rentrent plus dans notre politique d'investisseurs et que nous mettrons en vente sur le marché. Il y a d'autres investisseurs qui recherchent ce type de produits pour les rénover intégralement et les remettre sur le marché. Ce n'est pas notre métier à aujourd'hui, donc c'est des choses qui guident notre gouvernance d'entreprise dans la gestion de notre parc. Ça, c'est sur la partie immobilière. Si je regarde du côté financier, le côté financier, les exigences réglementaires, elles sont peut-être encore plus fortes et depuis plus longtemps. Au tout début, ça a été pour amener les banques, mais de manière plus globale, les acteurs du financement, d'amener à regarder vers quelles entreprises on investissait. C'est pas pour rien que Total est devenu Total Énergie et que Total investit massivement dans les énergies renouvelables. C'est parce qu'il y a une tendance de fond qui s'est opérée depuis déjà de plusieurs années et qui amène les entreprises à évoluer parce que demain, ça sera un critère fondamental pour qu'elles puissent trouver leur financement. Donc tout ça pour dire qu'au niveau de la finance, on est obligé également, en termes, à travers une activité comme la nôtre, de se réinventer. Et pour pouvoir se réinventer, ce que j'ai décidé il y a 4 ans de ça, c'est d'embarquer d'abord, et ça a été ma priorité, les collaborateurs de l'entreprise à ce défi, à cet enjeu qui est devant nous, parce qu'on est au tout début de l'histoire. Et pour ça, il y a une démarche très simple, dont vous avez certainement dû parler, qui est la démarche RSE,
dont Pas encore. D'accord. Dont nous avons, en tous les cas, qu'on a initié en 2018, avec vraiment cet objectif humble et simple d'embarquer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise dans cette logique, pour pouvoir comprendre les enjeux de demain dans notre activité. Donc ça, c'est quelque chose qui a abouti à une stratégie RSE de l'entreprise, et dans cette stratégie RSE de l'entreprise, à des déclinaisons opérationnelles dans notre activité. On a notamment un fonds d'investissement qui est une SCPI destinée au grand public, qu'on a labellisé ISR il y a 1 an et demi de ça, qui faisait partie, en gros, à cette époque-là, des 15% de SCPI labellisés ISR. Ah, voilà un petit jargon, labellisé ISR. Labellisé ISR, c'est investissement socialement responsable. Ce sont des labels, vous parliez de labels inhérents au bâtiment et inhérents à la construction tout à l'heure, mais il y a des labels aussi qui existent au niveau de la finance et qui vous seront expliqués quand vous irez voir vos conseillers banquiers à travers les placements que vous souhaiterez faire. On a également effectivement un jargon à côté. C'est pour ça que je vous dis, il y a un prisme immobilier d'un côté à voir et il y a un prisme financier de l'autre. Merci. On peut parler aussi d'un autre, sur les objectifs de performance environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Donc là, c'est un autre site qui est l'ESG. C'est les critères. Ça, c'est autre chose. C'est dans le label ISR en fait. Les labels ISR, mais d'autres labels, en fait, on doit prendre en considération dans nos investissements le côté environnemental, qui est le E, le côté sociétal et le côté gouvernance. Ça va au-delà de l'environnement. Un exemple, dans notre label, dans notre SCPI qui est labellisé ISR, la gouvernance, ça va être, ce que vous évoquiez tout à l'heure notamment, ça va être de faire en sorte de travailler avec des entreprises locales. L'ensemble du parc immobilier aujourd'hui est géré par des gestionnaires qui sont disséminés partout dans le territoire et qui peuvent intervenir en une demi-journée maximum dès qu'il y a des problèmes. Et tout ça parce qu'on a identifié des acteurs locaux spécifiques et qui sont à proximité de nos bâtiments. Ça, c'est un enjeu clairement gouvernance dans le jargon financier. Et le côté S, qui est le côté sociétal, par exemple, ça va être de développer le bien-être, pas au travail, mais le bien-être du bâti. Donc ça va être d'avoir des actions concrètes sur notamment tout ce qui est retraitement d'air, etc., sur nos immeubles. On revient dans la technique, ça va. Et on doit, à ce titre-là, si vous voulez, on est audité tous les ans et on doit démontrer qu'on a engagé des plans d'action concrets pour pouvoir répondre à ces critères. Donc on voit que finalement les marchés commencent à être drivés, sont de plus en plus drivés, ou conduits, si je veux le dire en français, par les critères finalement qui viennent de la finance. Oui. Et ce qui est certain, c'est que demain, encore plus qu'aujourd'hui, même à titre individuel, quand vous aurez un emprunt à faire, si vous ne démontrez pas des critères environnementaux, vos emprunts risqueraient d'être refusés. C'est un exemple très concret qui a été publié dans le Challenge la semaine dernière. C'est le gouverneur de la Banque de France qui expliquait qu'ils étaient en train de réfléchir à des critères extra-financiers pour apprécier les entreprises. Donc on sort du cadre purement, simplement de l'analyse financière et de la santé financière des entreprises. On rentre dans une autre dimension où il y a aussi ces critères qui vont être notés, cotés, notamment par la Banque de France. C'est un exemple, mais il y en a d'autres, évidemment, à citer. Merci. Des remarques, messieurs oui, il est là. Il y a 2 micros, donc il faudrait que vous le partagiez un peu. 2 remarques par rapport aux propos énoncés par M. Barthé. C'est important pour nous, banquiers, d'embarquer nos coéquipiers dans cette démarche-là. À ce titre, au Crédit Agricole Toulouse 31, on a offert la possibilité à tous nos collaborateurs de réaliser leur propre bilan carbone personnel.
Ça s'est fait l'année dernière. Et vous ne pouvez pas imaginer, au-delà de faire ce bilan carbone, on leur a proposé un webinaire qui leur permettait de comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique. Et vous ne pouvez pas imaginer l'intérêt qu'ont eu nos coéquipiers. On a eu un taux de participation incroyable qui prouve bien que, y compris en interne, il y a une vraie prise de conscience sur le fait qu'il faut se mettre en mouvement. On est sur des sujets finalement entre le perso et le pro. Et donc c'est bien un sujet sociétal à proprement parler. Et ça, je crois que c'est important et c'est bon signe. Deuxième exemple aussi sur cette notion de dynamique interne aussi. Quand nous avons lancé notre projet d'entreprise et donc la transition énergétique était un des sujets phares, on a 3 collaboratrices qui ont dit à un moment, ce sujet-là, il est tellement important pour nous. Ils se sont adressés aux 1300 coéquipiers en disant, qui est-ce qui veut avec nous monter une éco-team? Et aujourd'hui, l'éco-team, c'est une armada de plus de 100 collaborateurs dans les sièges et les réseaux. Alors, ils se sont fixés leurs objectifs. Ils ont des objectifs sur 3 points. La sobriété numérique, la partie gestion des déchets, le développement des mobilités douces. Et c'est une initiative bottom-up. En aucun cas, la direction a imposé ces éléments-là. C'est vraiment une initiative bottom-up. Donc, on sent une mobilisation en interne importante. Et donc, ça nous donne d'autant plus envie, et c'est très optimiste par rapport à la suite, dans cette dynamique en interne qui s'insuffle finalement assez naturellement. Allez-y, complétez. On pourra reparler après réglementation ensemble. Je voulais également rejoindre en fait ce qui avait été dit dans les propos précédents à titre de conclusion. C'est vrai qu'on est en train de changer de paradigme. Ça va prendre un certain temps. On aimerait que parfois ça aille plus vite, mais il faut intégrer le fait, comme vous l'évoquiez, qu'on est en train de basculer vers une vraie révolution industrielle, mais au-delà de l'industrie. Et à ce titre-là, il est clair que ça va générer des opportunités énormes, notamment dans le milieu de la construction. Vous avez parlé de la rénovation, c'est évident à travers les propos que j'ai pu tenir et ceux qui ont pu être tenus dans la matinée. Ça va générer aussi des opportunités dans construire dans des milieux complexes. Jusqu'à présent, surtout en région, on construisait plutôt dans des champs, sur des terrains agricoles. On ne se posait pas trop la question. Demain, construire la ville sur la ville, c'est un autre sujet. Donc ça va générer également des opportunités à ce titre-là. Et enfin, au niveau de l'immobilier, on disait souvent dans la construction que la construction était, j'aime pas ce terme, mais le parent pauvre de l'innovation et du développement et de la recherche et du développement. Mais on est aujourd'hui au début d'une histoire qui est un vrai changement de paradigme sur l'activité même de la construction et sur tout ce qui tourne autour à travers, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, la création de nouveaux matériaux, de matériaux qui n'existent même peut-être pas aujourd'hui, ou alors de faire venir des matériaux qu'on n'utilisait plus et que nos anciens utilisaient. Donc on est vraiment dans quelque chose qui va générer, pour nous, pour ma part, des opportunités de développement dans ce secteur d'activité qui vont être colossales et que personne aujourd'hui n'est en capacité de mesurer réellement. Merci. On est donc en pleine transition, Monsieur Bourgeois. Oui, enfin, brièvement, vous avez cité les critères extra-financiers. Aujourd'hui, en effet, quand on présente un dossier d'engagement à notre comité d'engagement, à la Banque des Territoires, bien sûr, on parle ratio financier, mais on parle de plus en plus critères extra-financiers. Dans ces critères extra-financiers, on va prendre en compte effectivement le recours aux entreprises locales, le nombre d'emplois créés ou préservés, l'implantation du bien qu'on va financer sur un territoire qui va favoriser par exemple les mobilités douces pour se rendre le matin au bureau. Tout ça sont autant de critères qui aujourd'hui, dans nos grilles d'analyse, prennent de plus en plus d'importance. Donc on est effectivement en train de changer vraiment de changer de monde. Je crois qu'on peut en tout cas du point de vue de la construction et de la réhabilitation. Et ce sont aussi
des critères que nous, on impose qu'on travaille au sein des sociétés dans lesquelles nous sommes actionnaires. La région a des outils satellites que sont l'Agence régionale d'aménagement et de construction ou encore l'Agence régionale énergie et climat, qui sont les outils qui lui permettent de déployer en partie ces politiques. Nous sommes actionnaires de ces sociétés-là, qui sont des sociétés d'économie mixte, donc des SEM. Eh bien, en tant qu'actionnaire, on travaille activement avec les autres actionnaires et le conseil régional en particulier à mettre dans nos pactes d'actionnaires ces critères-là pour évaluer les dossiers qui sont soumis à l'engagement de ces sociétés-là. Voilà. Et ça, je pense que c'est que le début de l'histoire. Oui, je crois qu'on a une vague ou une vaguelette qui arrive et le gros de la vague arrive derrière. Je vais juste rajouter un sujet qui est peut-être dans la tête de beaucoup de personnes ce matin, mais le sujet derrière, ça va être quand même la rentabilité dans tout ça. Parce que tout ce qu'on est en train d'évoquer va coûter plus cher, qu'on se le dise ou non. Mais là, à l'heure actuelle, on vit un contexte conjoncturel. Les conséquences d'une crise, d'abord d'un Covid, qui nous avait déjà fait basculer dans une dynamique inflationniste, qui ont été relayées très rapidement après, malheureusement pour nous tous, mais par le conflit en Ukraine, avec tout ce que l'on vit encore aujourd'hui et qu'on n'est pas prêt d'arrêter, ça ne va pas s'arrêter demain. Donc ça, c'est un contexte conjoncturel. Maintenant, dans l'acte de construire, le contexte structurel, il demeure pas moins que ça coûtera plus cher de construire demain que ça coûtait il y a encore quelques années, de par toutes ces exigences réglementaires. Donc après, la question, c'est de se dire, mais qui va payer, quoi ? Parce qu'on est tous conscients collectivement qu'il va falloir le faire, mais qui va payer ? Donc on a des équations à l'heure actuelle financières qui ne sont pas forcément faciles à résoudre, notamment avec la remontée des taux d'intérêt relativement brutale en 2022. Mais quelque part, je pense que le monde d'avant, on était dans un monde avec une anomalie à ce niveau-là, l'anomalie des taux d'intérêt très bas. Donc on va retrouver un équilibre quelque part qui finalement est quelque part juste. En tous les cas, on va se retrouver dans quelque chose de normal, des coûts de construction qui vont être plus chers. Donc, quelque part, je pense que ça va être l'ensemble des parties prenantes en fait, qui vont prendre ce coût. Les investisseurs vont le prendre sur leur rentabilité, c'est évident. Les constructeurs, les promoteurs, il ne faut pas se leurrer, ils vont se le prendre aussi sur leur marge. Ça sera différent, mais c'est comme ça. Et il y aura une partie aussi, ça sera les locataires, quelque part, au niveau des loyers. Alors moi, je vais parler sur la partie professionnelle, sur la partie logement. Je suis moins expert sur le sujet, mais ce qui est évident, c'est que sur la partie professionnelle, les loyers coûteront plus cher demain, c'est sûr. Mais aussi parce que les outils, les immeubles auront une autre vocation que celle qu'ils avaient avant. Un immeuble d'entreprise, un immeuble de bureau, pour prendre un exemple, demain, ça sera un outil de management pour l'entreprise. Ça ne sera pas qu'un outil où on va produire. On va aussi, par cet outil, attirer des talents, attirer des jeunes, et donc développer une marque employeur. Cette marque employeur, elle aura un prix. Et ce prix, on le retrouvera aussi dans le loyer. Donc de toute façon, ça sera l'ensemble des parties prenantes de toute la chaîne de la valeur de l'immobilier qui prendront en charge ces coûts et les investisseurs le prendront également. Alors, on parlait sobriété tout à l'heure. Peut-être qu'une partie de ces coûts peut être, on va dire, atténuée par des efforts de sobriété, mutualisation d'espace. Bon, c'est un autre sujet que je lance là. On n'a pas prévu d'en parler là maintenant. Ça a été présenté tout à l'heure sous certains angles par Jean-Christophe Vizier. Alors, on arrive en fin de table ronde. Je vais laisser la parole à la salle si vous avez des questions à poser. J'espère que ça a été clair. Pour moi, ça l'était, mais j'ai travaillé un peu avant avec eux, donc c'est plus facile. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Et alors, Philippe. Et après, voilà, j'en ai 3. Ça sera les 3 seuls. Vas-y, Philippe. Oui, une question facile quand on s'adresse à des financiers. C'est un marqueur traditionnel, c'est le financement des énergies fossiles. Donc, est-ce que au niveau des groupes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la stratégie du groupe par rapport à cette question ? Quelle est la trajectoire ?
C'est une très bonne question. L'engagement du groupe Crédit Agricole d'abord a été sur le charbon, de dire on arrête le financement sur la partie charbon, donc ça c'est acté, et à horizon 2030 sur la partie des financements pétroliers, on va être dans une exigence beaucoup plus forte par rapport à nos clients. Ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que, et ça c'est du pragmatisme, si demain matin, nous accompagnons par exemple Total, si demain matin nous arrêtions tous les financements pour Total, c'est des milliers de salariés qui sont sur le carreau de chez Total. Donc, la stratégie, elle est claire. La stratégie, elle est d'aller vers ces entreprises-là, de leur annoncer qu'à horizon 2030, mais ça sera plus possible en tant que tel qu'on les accompagne en la matière, et que par rapport à ça, on s'assure auprès d'eux qu'ils se mettent en mouvement sur ces sujets-là. Je crois que dans ces sujets de transition, la notion de cohésion sociale est vachement importante à prendre en considération aussi. C'est extrêmement facile de dire du jour au lendemain, on arrête. Moi, sur ces sujets de transition, il y a deux facteurs, je trouve, qui sont importants. Il y a d'une part le facteur temps. Parce que finalement, notre société, quand on regarde dans le rétroviseur, que ce soit la révolution industrielle, la révolution numérique, la révolution agricole, notre société a été portée par ces différentes révolutions. Là, avec le climat, on est dans une obligation, je ne sais plus qui disait, on n'a plus le temps d'avoir le temps, mais il faut se mettre en mouvement immédiatement. Ça, c'est la première dimension. Et le deuxième facteur pour moi qui est important, c'est le sujet du risque. Alors, en tant que banquier, le risque c'est important, mais y compris pour les entreprises, c'est important. Les entreprises aujourd'hui connaissaient assez bien les risques physiques. Je suis patron d'une entreprise, j'ai une tempête sur mon entreprise, le toit s'envole. Là, je connais bien les risques physiques qui sont concernés. Il y avait un deuxième sujet que là les entreprises comment embarquer, c'est ce qu'on appelle le risque de réputation et le greenwashing, quoi, de dire on fait un peu n'importe quoi comme si on faisait semblant d'y aller, mais finalement on n'y va pas. Là aussi les entreprises commencent à bien identifier ce risque-là. Mais il y a un troisième risque qui est présent, c'est ce risque de transition. C'est cette capacité pour nos dirigeants d'entreprise à remettre en cause leur business model. Et cette remise en cause du business model, elle peut venir de plein de parties prenantes. Elle peut venir, par exemple, des clients, parce que les clients avec qui l'entreprise travaille aujourd'hui ont de nouveaux cahiers des charges en la matière à devoir faire respecter, et il faut que l'entreprise s'adapte. Mais ça peut être aussi une influence par ailleurs. Moi, je pense à ce boulanger qui, en juin dernier, client chez nous, vient nous voir, nous dit « il faut que je change absolument mon four ». Son four, il n'était pas vieux. La raison pour laquelle il a voulu changer son four, c'est que c'était au mois de juin, il y avait 42 degrés dans sa boulangerie où les 3 mitrons ont travaillé, et les 3 mitrons lui ont dit « si tu changes pas ton four, on s'en va ». Donc l'impact aussi, il peut venir des collaborateurs. Donc de toute façon, cette mise en mouvement des entreprises, elle se fait parce que obligatoirement, ils sont impactés par l'ensemble des parties prenantes avec qui l'entreprise travaille. Et je crois que, pour répondre jusqu'au bout à votre question, si on veut que cette transition, elle fonctionne, on est sur un sujet de transformation. C'est important que tout le monde se mette en mouvement. Il faudra accepter que certains, je dirais, soient dans des vitesses plus ou moins importantes, mais je suis assez confiant sur le fait que ça va s'accélérer très fortement. La réglementation, de toute façon, va aider en la matière. Mais pour autant, ce qui est important, c'est de laisser personne sur le carreau, parce que moi, je vais encore plus loin. Le sujet, c'est la résilience de l'entreprise et demain, son existence. Enfin, je terminerai là-dessus, si vous le permettez. Mais nous, en tant que banque, nos entreprises, nos clients particuliers, c'est notre fonds de commerce. Si demain, ces entreprises n'existent plus, c'est la fin de notre fonds de commerce. Donc, on est partie prenante du sujet. On a vraiment intérêt à ce que nos entreprises se mettent en mouvement. Alors, pour l'instant, on est dans la forte incitation. C'est vrai qu'on va aller dans une logique de plus en plus d'imposer des critères de performance extra-financiers par rapport au financement. C'est un des engagements du projet sociétal.
on s'engage à accompagner 100% de nos clients sur les transitions, mais il va falloir une mise en mouvement pour une transition juste. C'est sûr. Merci. Alors, il y a une question au fond et une devant. Alors, question courte, mais réponse courte aussi, s'il vous plaît. On va essayer. Et présentez-vous aussi. Alors, David Chopin, administrateur Envirobat et consultant en innovation. Vous évoquiez, je voulais revenir sur la question du coût et du surcoût. On a bien sûr la piste de l'approche globale et de regarder les coûts d'usage qui diminuent et qui peuvent à terme compenser ces coûts d'exploitation, mais on a quand même une problématique peut-être de valorisation. Aujourd'hui, les sociétés dans le cadre de levée de fonds, les sociétés à impact sont valorisées en moyenne 2 fois moins que des sociétés dites classiques. Et est-ce que dans nos projets, il n'y aurait pas une piste en valorisant les impacts évités ? Et notamment pour le CO2 par exemple, aujourd'hui on a des marchés du CO2 obligataire et volontaire avec des tonnes de CO2 entre 20 et 65 euros. Est-ce que ça pourrait pas rentrer dans le pied de bilan des entreprises, au moins dans l'analyse des accompagnements qui sont faits ? Vous pouvez répondre par oui ou non, ça m'arrange. Moi je vais... oui forcément, mais ça rejoint finalement ce que vous disiez précédemment, c'est que l'extra-financier va prendre de plus en plus sa part dans l'analyse des entreprises, donc forcément vont être pris en considération des thèmes, des sujets qui jusqu'alors n'étaient pas nécessairement pris en considération dans le financement, dans la levée de fonds et dans l'accompagnement finalement financier de n'importe quelle entreprise. Donc oui. Et c'est pour ça qu'il est de plus en plus important de penser à l'activité comme on l'a toujours vécu jusqu'à présent, avec nos bilans financiers, tous, mon entreprise la première, mais également de développer des rapports extra-financiers, de se faire accompagner là-dessus pour pouvoir comprendre comment demain les banques, comment demain les sociétés spécialisées dans la levée de fonds, etc., vont apprécier votre entreprise au-delà de sa performance financière. Mais oui, évidemment que ça va rentrer en compte. Merci. Dernière question courte. Présentation, question courte, réponse courte. Frédéric Titsonis, administrateur Envirobat, aujourd'hui consultant en assistance à maîtrise d'usage et ancien adjoint au maire. Et c'est à ce sujet que j'allais poser une question parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'élus ou de maires dans la salle, mais à un moment, ce dont on parle là, c'est intéressant aussi de savoir ce qu'en pensent les maires, qui sont les principaux donneurs d'ordre, qui sont ceux qui vont acter, signer les permis de construire, qui vont lancer les projets sur leur ville. Et justement, tous ces critères extra-financiers qui doivent être mis le plus en avant, comment vous, alors peut-être plus la Banque des Territoires, mais même le Crédit Agricole, ou en discutant avec les élus au quotidien, comment, vous percevez que ça change dans le regard des maires, et comment, vous pensez qu'il faudrait aussi que cette vision-là de mettre en avant des critères extra-financiers soit bien pris en compte dans l'esprit des maires pour dire qu'ils sont sur le droit chemin aussi de la transition, parce que quelquefois il y a encore des éléments très basiques qui sont retenus dans les projets, dans les appels d'offres et dans les appels à projets, et c'est dommage, et ça met pas la carotte du changement et de la transition, parce que derrière, pourquoi une entreprise va mettre en place de la RSE, etc., si à un moment c'est pas perçu comme quelque chose de valorisant pour le territoire? Je sais pas si c'est vraiment une question ou plus une intervention, mais ce serait bien. Une réponse brève, du coup, c'est que d'abord, moi je suis assez convaincu que les élus, globalement, ils ont intégré ces dimensions-là. Ils commencent à les intégrer en tout cas, et que les habitants qui occupent le territoire ou qui veulent faire venir demain sur le territoire, ils vont être particulièrement sensibles aussi, et de plus en plus, à ces sujets-là. On accompagne, nous, les collectivités, je disais, dans les phases amont pour structurer un projet de territoire, par exemple. On finance beaucoup les petites villes de demain, pour parler de dispositifs actuels. Action Cœur de Ville, qui a été, dont l'annonce du renouvellement là, a été faite par, feu, la ministre Caroline Cayeux.
Et donc nous, on est partie prenante de ces dispositifs-là, justement pour aider les élus, dont c'est pas le cœur de métier, hein, à construire un projet de territoire et à créer les conditions, l'écosystème favorable pour que les entreprises viennent et que les ménages viennent, et en particulier en cœur de ville, en centre-bourg, là où il y a de la vacance, ça a été dit, là où on a un enjeu de reconstruire la ville sur la ville, quoi, pour reprendre. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond en tout cas à la question, mais... Le sujet est de toute façon assez vaste. Merci en tout cas pour vos interventions tous les trois.